Bonsoir, merci de nous rejoindre pour cette édition du week-end de votre journal. Nous sommes le vendredi 18 mars. Tout de suite, les principaux titres. Depuis plus d'un an, la capitaine Valérie Kern a pris le commandement du centre de secours de Vélizy-Villacoublay. Elle reste la seule femme à diriger une caserne dans les Yvelines. Nous sommes allés à sa rencontre. Alors que les regards sont tournés vers la loi travail, une autre réforme est en cours. Elle concerne le numérique et va aussi avoir une incidence sur le jeu vidéo et la pratique du e-sport. Nous recevrons le président de la Fédération française de jeux vidéo. Il est yvelinois. Et comme chaque vendredi, retour tout à l'heure sur les faits importants de l'actualité depuis le début de la semaine. Nouvelle mobilisation contre la réforme du travail, cette fois-ci des étudiants, et puis travail préparatoire pour la réalisation des fresques dans le quartier du Valibois Plaisir, ou encore le test grandeur nature avant la grande crue centenale de la Seine. D'abord affecté à Montigny, le Bretonneux Valérie Kern a rejoint ensuite le centre de formation départemental de Trappes avant d'être, voici un peu plus d'un an, nommée à Vélizy où elle dirige une trentaine de pompiers professionnels et une soixantaine de volontaires. C'est la seule femme à diriger une caserne dans les Yvelines. William L. l'a rencontrée. Alors je vais vous montrer le standard. C'est de là que sont contrôlés les départs en intervention, avec une personne qui est affectée en permanence. Dans le département, c'est la seule femme à occuper cette fonction. Valérie Kern a pris le commandement du centre de secours de Vélizy-Villacoublay en octobre 2015, une fonction à laquelle elle n'était pas du tout destinée au départ. J'ai un parcours assez atypique parce que j'ai commencé en tant qu'ingénieur en informatique. Et en tant qu'ingénieur en informatique, parallèlement, je suis rentrée sapeur-pompier volontaire dans le département de la Savoie. C'est là où j'ai mis le pied dedans et où j'ai commencé vraiment à accrocher pour ce métier, toutes les qualités humaines et la rencontre avec les gens. Et donc j'ai décidé d'en faire mon métier. Un métier qu'elle exerce depuis 2008 dans le SDIS 78. Après avoir été affectée comme officier de centre à Montigny-le-Bretonneux, Valérie est passée adjointe au chef de centre de formation à Trappes pour être nommée 3 ans plus tard chef du centre de secours de Vélizy-Villacoublay. Il y a toute une partie administrative où on va gérer le personnel, aussi bien sapeurs-pompiers professionnels que volontaires. Donc toute une partie ressources humaines. Il y a aussi la gestion des formations en parallèle avec l'école départementale. Il y a aussi toute une partie de relations avec les élus. Valérie est à la tête d'une trentaine d'hommes et d'une soixantaine de pompiers volontaires pour une caserne qui effectue pas moins de 3000 interventions par an sur le secteur de Vélizy, Jouy-en-Josas et aux Loges-en-Josas. Là, ils font un exercice d'entraînement, donc ils simulent un sauvetage d'une personne qui serait bloquée sur le toit. Il y a un créneau horaire de 10h à 12h tous les jours, donc ceux qui sont en intervention font leur exercice. Un poste rarement occupé par des femmes, en effet 90% des effectifs des sapeurs-pompiers sont des hommes, une fonction que Valérie occupe fièrement. Donc aujourd'hui, je vais remettre une attestation de la part du colonel Sekarman, notre directeur, au chef Farid qui a fait sa formation chef de garde. Débriefing technique post-traumatique opérationnel. Aujourd'hui, remise de diplôme, un petit moment de plaisir au milieu de toutes ces responsabilités. Voilà. Eh ben, bonne manœuvre. Nous parlons santé à présent, santé des dents, comment bien se brosser les dents et quels aliments éviter le soir notamment. Ce sont à ces différentes questions que les professionnels de la santé bucco-dentaire ont répondu à Trappes vendredi dernier. Des familles de la ville se sont rendues au centre socio-culturel Annette Moreau pour une séance gratuite de dépistage. Camille Lambert. Tu fais pas comme ça, tu essayes de faire des petits ronds. Okay. Hop. Et une fois que tu as fait tout ça en bas, tu fais la même chose en haut. Voilà. Se brosser les dents, un acte habituel mais pas toujours bien réalisé. Avec l'aide d'un professionnel, les enfants font le point sur la bonne technique à adopter. J'ai appris comment se brosser les dents. Il a donné le sens du brossage. Ne pas grignoter entre les repas, bien se brosser les dents après qu'on ait mangé et pas trop de coca parce que ça abîme les dents. Après cette petite mise à niveau, direction le cabinet pour une séance gratuite de dépistage bucco-dentaire. Organisée par la ville de Trappes au centre socio-culturel Annette Moreau, c'est l'occasion de vérifier la présence de caries ou d'anomalies. Une première étape permettant de se familiariser avec un environnement inhabituel. C'est un centre socio-culturel où donc les gens ont l'habitude de venir, ils ont confiance, ils connaissent les personnes, ils ont l'habitude de faire partie des ateliers et ils ont envie de venir voir et de
se faire dépister, du coup, c'est aussi une très très grande importance. C'est une bonne idée qu'il y a quelqu'un comme ça, un dentiste, qui vient nous voir et tout, et comme ça nous encourage un peu aussi en même temps. Et pour nous expliquer aussi, surtout pour les enfants. Le dépistage indique aux patients s'ils doivent prendre rendez-vous avec un dentiste pour se soigner. Des démarches parfois compliquées, mais le centre socio-culturel les accompagne. Cette opération que l'on fait, c'est pour essayer de voir des gens qui n'ont pas l'habitude d'aller chez le dentiste pour différentes raisons. On leur demande s'ils veulent qu'on donne le résultat, enfin s'il y a des problèmes, au responsable du centre social ici, afin que celui-ci puisse éventuellement les aider s'il y a besoin dans leur démarche. Une opération répétée une fois par an dans les 3 centres de la ville, un bon moyen de prendre soin de sa santé et surtout de son sourire. Un portrait à présent dans cette édition du vendredi, rencontre avec Claude Briand. Il est maquettiste, il réside à Plaisir. Nous sommes allés à son atelier pour voir comment il travaillait avec ce souci du détail. Florane Parfait, Patrick Jacques de Dixmude pour les images. Un coup de pinceau assuré et un regard d'expert, à Plaisir, Claude Briand a fait de sa passion d'enfant son métier. Dans son atelier, il reproduit à l'identique tous les modèles de voitures. Ses préférés, ce sont les voitures de course. La période qui m'intéresse le plus, c'est les années 70. C'était une époque où les voitures étaient déjà modernes, mais ça ressemblait encore à des voitures qui n'étaient pas faites par des ordinateurs. Claude Briand est un artisan du modèle réduit qui s'est formé tout seul. Depuis 40 ans qu'il travaille dans ce milieu, il s'y est fait un nom. Le bouche à oreille fonctionne, il réalise des commandes sur demande. La première étape, connaître un maximum de détails pour réaliser son modèle. Pour cela, Claude a ses archives. Tout ça, c'est une partie de ma documentation qui me sert à travailler. Donc là, j'ai des livres anciens, des revues. Là, c'est Sport Auto. Tout ça. Il y a des clients qui me fournissent beaucoup de photos de leur voiture, donc je n'ai pas besoin de ça. Mais il y en a qui ne me fournissent pas grand-chose, donc ça me permet d'avoir toute la documentation sur les détails de la voiture. Le maquettiste fait lui-même le montage de ses modèles, il récupère les pièces au gré de ses recherches ou ses clients lui fournissent. Toutes les étapes sont réalisées dans son atelier. Ici, c'est la cabine à peinture. Voilà, c'est ici que je peins. Un montage coûte entre 50 et 100 €, cela sans compter les pièces. Un hobby onéreux, mais les passionnés ne comptent pas. J'ai toujours aimé le sport automobile, alors le sport automobile bien plus que l'automobile, parce que pour moi l'automobile c'est juste un moyen de transport, pas très commode et un peu onéreux. Par contre le sport automobile, oui, ça c'est quelque chose qui me passionne vraiment. Alors c'est une Porsche 924 S qui a été coursifiée, on va dire, elle a été transformée en voiture de rallye. Je l'ai faite en miniature. On dit toujours que les cordonniers sont les plus mal chaussés, mais bon, en l'occurrence, j'ai quand même fait ma voiture. Il y a les harnais. Alors que la réforme du travail concentre toutes les attentions, un autre projet est en cours, celui de la loi numérique. Déjà adopté par l'Assemblée nationale fin janvier, il sera débattu ce texte au Sénat les 26, 27, 28 avril prochains. Vote solennel le 3 mai. Plusieurs avancées ont déjà été votées, plus de sanctions contre le revenge porn ou encore la formation des élèves à la lutte contre les cyberviolences. Seulement, rien n'est définitif. Si les sénateurs amendent ce texte, il passera en deuxième lecture pour les députés. Je reçois à présent Franck Fontaine. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, président de la Fédération française de jeux vidéo. Vous êtes Yvelinois et il y a un point qui vous intéresse particulièrement dans ce texte, dans cette loi numérique, c'est celui de la reconnaissance du e-sport. Est-ce qu'on peut définir déjà ce que c'est le e-sport ? Mais le e-sport, oui, c'est les compétitions de jeux vidéo, le fait qu'on puisse les filmer, qu'on puisse les retransmettre, qu'il y a du spectacle, qu'il y a des fans, des stars, voilà, et des cyberathlètes. On va en venir au rapport avec ce texte de loi numérique, parce qu'il y a un volet de ce texte qui concerne le e-sport, mais déjà son importance, c'est quelque chose qui se développe ou qui reste encore un peu marginal ? C'est quelque chose qui se développe depuis, en France en tout cas, depuis plus de 10 ans. Et dans d'autres pays comme la Corée ou aux États-Unis, c'est déjà très bien développé. Il y a eu et peut-être une précision, ça concerne aussi bien les garçons que les filles d'ailleurs. Hein. Oui. Voilà, c'est unisexe le e-sport. Alors ce qui est prévu dans ce texte, dans cette loi numérique, c'est tout d'abord que le ministère chargé de la jeunesse pourra délivrer des agréments, par exemple, aux administrateurs de compétition, la dominante sportive, par exemple. Il y aura des exigences aussi qui seront posées. Est-ce que tout cela va dans le bon sens ou non ?
Oui, ça va dans le bon sens, notamment pour bien différencier le jeu d'argent avec notamment les cash prizes qui sont aujourd'hui des sommes de plus en plus intéressantes pour les cyberathlètes. Donc du coup, il faut bien différencier pour les associations qui organisent ou même les entreprises ce cash prize qu'on ne confonde pas avec de la loterie ou du jeu de hasard et du jeu d'argent qui serait pour le coup similaire à un jeu de casino. Ça permettra de protéger aussi les joueurs, je pense aux mineurs par exemple, ou les problèmes de santé aussi par exemple, et dans le domaine de santé publique, des compétitions qui durent très très longtemps, tout ça serait encadré maintenant. Ben ça, voilà, protéger les mineurs, aussi protéger les cyberathlètes eux-mêmes qui aujourd'hui n'ont aucun statut, sont souvent en auto-entreprise, rendre fiscalement responsables tous ces acteurs, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'argent dont l'État ne voit pas forcément, puisque les cash prizes on ne sait pas où ils vont, on peut sans doute ne pas les déclarer ou les déclarer, et là c'est libre à chacun, alors que demain avec cette loi République numérique, l'objectif c'est bien qu'on puisse avoir une trace de tout cet argent. Plus globalement, quel regard vous portez sur cette loi ? Parce que maintenant, jeux vidéo et numérique sont intimement liés avec le développement d'Internet, tous les jeux se font en réseau. Le fait de légiférer, c'est une obligation. Maintenant, j'espère qu'elle sera encore amendée. Ça a déjà été amendé à l'Assemblée nationale. On a émis un rapport à M. Aymeric Brier, qui était en charge de la commission culturelle et sur ce dossier. On a été sollicité pour encore émettre un nouveau rapport avec l'amendement qui a été fait par l'Assemblée nationale, mais là, pour le coup, pour le Sénat. On est en train d'y travailler, on va le soumettre. Et j'espère encore que le Sénat va amender certaines choses, comme notamment le chapitre qui donne pouvoir à l'État de dire si telle ou telle association est capable d'organiser des compétitions. Pourquoi ça ne serait pas positif Aujourd'hui, les associations, est-ce qu'elles vont toutes pouvoir répondre au cahier des charges? Est-ce que être trop directif sur un article de loi aujourd'hui ne va pas faire mourir 90% de l'e-sport qui aujourd'hui vit de par les associations, et on n'en a déjà pas assez au vu des nombreuses demandes. On le voit même ici sur le territoire des Yvelines par exemple, il y a plein d'élus qui nous sollicitent pour faire des événements de jeux vidéo, sauf qu'il y a 2 associations dans les Yvelines qui sont... Il faudrait aussi accompagner ces associations pour développer plutôt que d'être trop strict et de les faire mourir en fait. Voilà, tout à fait. C'est dans ce sens-là que vous voulez voir les amendements, le texte qui sera débattu, je le rappelle, au Sénat à la fin du mois d'avril à partir du 26 normalement. Le but de votre fédération, elle a été créée en 2013, c'est de rassembler, de fédérer les acteurs du jeu vidéo français. Alors c'est très vaste tout ça, au quotidien ça consiste en quoi? Parce que l'article de loi ça vous occupe pas mal en ce moment, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Au quotidien, c'est aller voir les associations, écouter leurs besoins, leurs attentes. Des fois, ça peut être... une association a été sollicitée par une municipalité pour organiser une compétition, pour faire vivre la jeunesse tout un week-end. Et bien, ça va être regarder leur plan de salle, leur plan réseau, leur plan électrique. Est-ce que c'est aux normes? Voilà. Leur donner un coup de main pour avoir des partenaires aussi. Faire vivre la collectivité, faire vivre le boulanger du coin, faire vivre sur un événement. Comment on appréhende tout ça et comment on le vit un week-end complet. Donc c'est être présent en amont, le jour J et aussi après pour les accompagner du mieux qu'on sait faire. Et puis vous avez aussi des échanges avec le monde du jeu vidéo. Peut-être le syndicat national du jeu vidéo est un acteur avec lequel vous échangez. Le 9 mars, ils ont changé de président. Le syndicat national des jeux vidéo, c'est le principal représentant des intérêts des producteurs français. Et pour le nouveau président, il a déclaré que c'était le moment de faire surgir le jeu vidéo, non pas seulement comme un marché qui crée des emplois et de la valeur, mais aussi comme quelque chose de culturel et d'artistique. Ça vous plaît ça? Bah oui, c'est le dernier courrier qu'on a envoyé à notre ancienne ministre, Madame Fleur Pellerin. On avait dit exactement la même phrase, c'est que avant tout le jeu vidéo était un bien culturel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, de par la starification des joueurs, etc., on a envie que ça devienne un sport. Mais je pense que le tissu associatif aujourd'hui en France, encore une fois, qui fait 90% de l'e-sport, n'est pas encore prêt à répondre à un cahier des charges comme un vrai sport le demanderait. Il a aussi parlé de l'e-sport, justement, ce nouveau président du syndicat national du jeu vidéo. Et il a dit que ce n'était pas uniquement un marché, que c'était un bouleversement sociétal au sein du sport. Vous le percevez aussi comme ça ? Oui, parce que tous les jeunes qu'on est amenés à rencontrer au quotidien, on leur parle de sport, notamment de football, de rugby, ils connaissent inévitablement, on voit que ça à la télé, et ils connaissent tous ce que c'est que l'e-sport en général. Ils regardent tous, ils connaissent tous les grands noms. Est-ce qu'ils pratiquent encore un sport à côté, sans faire leur abat-joie? Oui. Est-ce que les deux sont complémentaires? Aujourd'hui, si on reparle un peu des objectifs de la fédération, c'est aussi d'accompagner les syndicats de parents d'élèves, c'est d'accompagner les collégiens et les lycéens, leur faire comprendre que être un e-sporteur, c'est aussi et on le voit, il y a eu des reportages sur des chaînes de télé
nationale la semaine dernière, où en fait on voit bien que les e-sporteurs s'entraînent aussi, ils vont courir le matin, ils gèrent leur stress, parce que être sur une scène avec 6000 spectateurs physiques, plus des millions de web spectateurs, c'est aussi stressant avec les enjeux, voilà, avec les enjeux du cash prize. Enfin, il y a pas mal de stress, donc être un e-sporteur, sauf si c'est jouer à sa console tout seul à la maison, mais être un e-sporteur et vivre avec ça, et pour ça, ça demande d'avoir souvent une bonne condition physique, de bien manger, etc. Et votre fédération entend aussi justement dédiaboliser un petit peu le jeu vidéo au-delà du sport, parce qu'il n'y a pas que le sport dans le jeu vidéo, les simulations sportives, il y a aussi tout un autre volet de jeux, de reconstitution de guerre, des choses comme ça, et vous voulez qu'on dédiabolise un petit peu, parce que souvent le jeu vidéo, il est encore aujourd'hui pointé du doigt, bien souvent. Oui, il est encore mal perçu, c'est ce pourquoi on travaille avec souvent les syndicats de parents d'élèves, et des fois, si on a des représentants de parents d'élèves qui sont très réfractaires à l'idée du jeu vidéo, avant même d'organiser quelque chose, on va par exemple organiser avec eux, quand ils vont organiser leur forum de l'emploi, comme beaucoup de syndicats de parents d'élèves, avec un collège ou un lycée, on va leur dire écoutez, le jeu vidéo, ça crée des emplois aussi. Du coup, on peut participer avec vous et montrer les métiers qu'il y a dans le jeu vidéo. Il n'y a pas que de l'e-sporteurs, il y a aussi ceux qui créent les jeux, ceux qui développent, ceux qui encodent. Et du coup, aujourd'hui, on travaille avec eux dans ce sens-là. Et puis aussi peut-être expliquer aux parents qu'ils ont aussi leurs responsabilités, ne serait-ce que parce qu'il existe des petits logos sur les jeux vidéo avec des âges en face. Et ils ne sont pas toujours respectés, ces âges. Il y a des jeux vidéo interdits aux moins de 18, en tout cas largement déconseillés par exemple. Voilà, aujourd'hui le PEGI c'est déconseillé. Ça fait justement un peu réagir sur l'article de la République numérique où en fait un jeu qui est PEGI 18, est-ce que demain on sera obligé d'avoir 18 ans pour faire de la compétition? Parce qu'un jeu qui est PEGI 18, quand on joue tout seul et qu'on va tuer des innocents parce que c'est le scénario qu'il veut, je comprends qu'il soit PEGI 18. Par contre, dès lors où on va jouer en multijoueur, on s'affronte copain contre copain ou adversaire contre adversaire, mais on tue plus des civils. Du coup, il n'a plus lieu d'être PEGI 18. Il pourrait être PEGI 12 ou PEGI 16. Donc du coup, c'est les images que ça peut véhiculer, en certain réalisme aussi. Ouais, c'est surtout la psychologie. On l'a vu sur certains jeux où, par exemple, c'était Modern Warfare 2 qui avait fait quand on arrivait sur un aéroport, il fallait qu'on tue tout le monde. Il y a plein de parents et je l'entends, je le comprends, qui disaient mon fils ne peut pas jouer à ça, mais c'est logique. Parce que vous-même vous êtes parent, d'ailleurs, vous êtes père, vous avez 3 enfants, c'est bien ça? Si j'ai bien suivi ce qui était marqué sur votre site, parce que c'est aussi mis en avant pour dire que vous aussi vous êtes responsabilisés. Comment vous leur parlez de jeux vidéo à vos enfants? Mais c'est pas forcément moi qui leur en parle, c'est eux qui m'en parlent. Surtout avec les copains qui jouent au jeu, les copains qui m'envoient des SMS pour savoir quand est la prochaine compétition. Aujourd'hui, vous êtes le papa cool là dans ces cas-là, c'est plutôt sympa comme image. Je suis le papa cool, mais aussi vis-à-vis d'autres parents qui ont un peu de mal à faire entendre à l'enfant que si tu travailles à l'école, tu peux jouer aux jeux vidéo. Ils ont trop tendance à se réfugier sur le fait qu'il y ait le jeu vidéo. Mon fils, il est addict aux jeux vidéo, il travaille mal à l'école, mais en fait, le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est il faut que ton fils travaille à l'école, et ensuite, il jouera. Et du coup, en tout cas, sur le territoire, il y a beaucoup de parents qui viennent me voir. Comment vous faites pour empêcher les enfants de jouer? Parce qu'à la maison, il y a toutes les consoles, il y a tous les jeux. Et vous avez des clés, vous avez des astuces? Si jamais vous avez besoin de conseils, les gens peuvent se tourner vers vous. Une dernière question. D'ici à 2017, vous souhaitez organiser un événement d'envergure au Vélodrome, justement? Oui, on a été invité avec toutes les fédérations qu'ils ont pu inviter. Et c'est vrai qu'on a bien discuté avec Vélopolis et on s'est laissé 3 mois pour travailler et pondre un projet intéressant pour le territoire. Soumettre ça aussi à la région et au département, parce que on veut que ce soit un événement culturel et populaire. Et l'objectif, ça serait pour l'été 2017, on fasse un bel événement pour les Yvelines. Ce sera donc à suivre sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Merci Franck Fontaine, donc président de la Fédération française des jeux vidéo, d'être passé sur ce plateau. On poursuit ce journal du vendredi avec un résumé de l'actualité de la semaine. Comme chaque vendredi, donc, nous passons maintenant à l'essentiel de l'actualité, le zapping des principaux sujets que nous avons développés dans ce journal depuis lundi. Le PSG ou un établissement privé, ils ne veulent toujours pas en entendre parler. Les opposants se sont à nouveau rassemblés pour protéger les 490 hectares de terres agricoles de l'école d'ingénieurs Agro-Paris-Tech. Au bénéfice de tous, donc que ça reste public, sauvegarder ce patrimoine, ce lieu qui est rempli d'histoire.
22 syndicats étudiants étaient appelés à manifester aujourd'hui. Une partie de ces syndicats de gauche qui manifestent aujourd'hui contre le projet d'un gouvernement socialiste. Justement, là, c'est la gauche qui ne renie pas ses valeurs, qui justement manifeste pour sauver ses valeurs. On est contre la précarité, c'est pas un gouvernement de gauche qu'on a en ce moment, quoi. Quelle est l'histoire du Valibou? Qui y vit? C'est grâce aux réponses des habitants du quartier que les fresques vont voir le jour. Tout ça va nous permettre à nous, designers, artistes peintres de Cité Création, de pouvoir penser les fresques monumentales qu'on va écrire, qu'on va dessiner sur leur mur, c'est-à-dire leur peau, et faire que justement ils soient fiers de ce qui va être réalisé. Aujourd'hui, la page est blanche pour nous, donc c'est à travers ces témoignages qu'on sera en mesure de pouvoir créer. Et le 9 janvier dernier, la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines procédait à sa séance d'installation. Un nouveau président et ses vice-présidents étaient élus. Un collectif de citoyens a saisi la justice, dénonçant notamment la violation du principe de publicité de la séance. Le 10 mars, le tribunal administratif de Versailles a décidé de l'annulation de 5 délibérations, dont l'élection du président et de ses vice-présidents. Pourquoi vous représentez à cette élection? Quel est un peu votre projet, l'idée de continuer justement votre projet? Voilà, une petite précision, je suis également enseignant-chercheur, mais bon, pas médecin. Pourquoi je me représente? Parce que j'ai des valeurs, des principes qui, à mon sens, doivent régir l'université française et l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc, je souhaite me battre pour ces principes. D'autre part, j'ai une ambition pour cette université, une ambition de développement, de rayonnement, d'aller au-delà de ce qu'elle est aujourd'hui. Les jeunes démocrates qui viennent de se doter d'un nouveau président au niveau national. Il a 25 ans, il est yvelinois, originaire de Viroflay, il s'appelle Antonin Grélé. Vous allez le voir à l'image justement dans les bureaux des jeunes démocrates du département. Il a fait des études de commerce, sa licence il l'a passée en Angleterre, il est aujourd'hui consultant en innovation digitale. Ça c'est pour son parcours professionnel. Son âme est tibétaine et aujourd'hui elle compte rester en France. Si le Tibet est libéré, je rentrerai, mais sinon, je ne peux pas. Si je reviens là-bas, je serai tuée parce que là-bas, j'ai pris part à des mouvements politiques. Alors, si je reviens, je serai tuée. Tibétains et Afghans cohabitent dans ce centre d'hébergement, soit comme demandeurs d'asile ou réfugiés statutaires, mais avec le même objectif, rester en France pour reconstruire leur vie. Sortie de son lit, la Seine a aujourd'hui atteint un pic de crue de 8 mètres. Conséquence, sur la zone portuaire de Limay, un camion avec nacelle s'est abattu sur des camions-citernes contenant des produits chimiques, ici du chlore et du gasoil. Ce scénario catastrophe est en réalité un exercice grandeur nature, un exercice de dépollution que la France va mener conjointement avec l'Union européenne. Hier soir, à Plaisir, le corps d'une femme de 54 ans a été découvert à son domicile par son mari. À son arrivée, l'homme a découvert son fils présent sur les lieux. Selon des sources policières, une bagarre entre les deux hommes aurait éclaté avant que le fils ne prenne la fuite, ce qui fait de lui le principal suspect de cette affaire. L'homme est actuellement toujours recherché. Une simple boîte en carton et pourtant, Lucas s'amuse avec sa maman. Un matériel tout simple qui aide au développement de la motricité des plus petits. Pour le coup, la tranche d'âge de la crèche, c'est toute l'évolution. Avant de refermer ce journal, un mot des sujets que nous aborderons à partir de lundi, direct à 18 h. Tout d'abord, la création d'une aire de grand passage pour les gens du voyage dans le département, un sujet qui fait toujours débat depuis des années. Le préfet devrait prochainement trancher. L'opposition est forte dans certaines communes. La saison des grandes eaux à Versailles qui va reprendre les jardins royaux fêtes dès le 25 mars, leurs 350 ans. Vous verrez les images du nouveau spectacle qui sera proposé. Puis enfin, sport et handball. L'équipe de France des moins de 20 ans s'est entraînée ce matin au complexe sportif Pierre de Coubertin à Montigny-le-Bretonneux. Les handballeuses vont participer à un tournoi international junior féminin durant tout le week-end. Compétition organisée à Plaisir. Tournoi important car qualificatif pour les championnats du monde de 2016. On écoute les réactions des joueuses à la sortie de l'entraînement de ce vendredi matin. C'est vraiment une poule fatale parce que c'est la première équipe qui se qualifie. Donc voilà, il est capital pour la suite et pour la continuité du collectif. Il est simplement un passage obligé pour aller au mondial et il faut remporter le tournoi. On espère vaincre et il est hors de question que la France ne soit pas représentée au mondial 2016 cet été.
Un mot du programme de nos confrères de Radio Sensation pour le week-end. Nicolas Kirillovitz qui reçoit pour l'hebdo politique dimanche Guy Malandin, le maire de Trappes. Il sera question du budget 2016 de sa commune, du prolongement de l'autoroute A12, des conséquences de l'élargissement de Saint-Quentin en Yvelines notamment. Je vous souhaite un très bon week-end pour vos sorties, vos loisirs. Dans un instant, le 7-8 week-end avec Mélanie Poquet. À lundi pour le retour de l'actualité locale et le journal avec Florane Parfait.